La machine tourne encore. Personne ne sait comment l'arrêter. Les techniciens envoyés pour l'examiner n'ont pas transmis de rapport. Leurs Vox implants ont été retrouvés proprement empilés à 4 mètres de l'entrée, sans trace de violence. La structure autour de l'appareil semble avoir vieilli de plusieurs siècles en l'espace d'une semaine. Le Magos de grade 7, envoyé en deuxième vague, a demandé, dans sa dernière transmission, si le temps avait une odeur. Ce dossier ne répond pas à cette question. Ce que les archives de l'Adeptus Mechanicus ne disent pas ouvertement, ce que les sermons de l'ecclésiarchie ne peuvent formuler sans contradiction, ce que les rapports inquisitoriaux de grade absolutus décrivent uniquement par leurs conséquences, c'est que l'humanité a déjà su construire des choses que l'humanité ne devrait pas pouvoir construire. L'âge sombre de la technologie ne fut pas seulement une époque de progrès. Ce fut une période pendant laquelle les limites de la matière, du temps et de la conscience furent franchies si souvent avec une telle indifférence que ces frontières cessèrent d'exister comme contraintes. Elles devinrent des suggestions, puis des ruines. Le 41e millénaire hérite de ces ruines. Certaines sont reconnues, cataloguées, vénérées comme reliques, même quand elles tuent leurs gardiens. D'autres demeurent enfouies sous des mondes dont les noms ont été retirés des registres stellaires, non pas perdus, mais délibérément effacés par des mains qui comprenaient ce qu'elles cachaient. Le Mechanicus parle de la Standard Template Construct comme d'une bénédiction divine, d'un héritage sacré à récupérer fragment par fragment dans les ruines de galaxies à moitié oubliées. Ce que le Mechanicus ne dit pas, c'est que certains fragments furent abandonnés intentionnellement, pas perdus lors de la chute, abandonnés, laissés derrière par des ingénieurs qui avaient compris ce qu'ils avaient retrouvé et choisi de marcher dans la direction opposée sans jamais regarder en arrière. Ce rapport documente 10 catégories de technologies issues de cette époque, toutes vérifiées, toutes partiellement ou totalement récupérées à un moment ou un autre de l'histoire impériale, toutes classifiées à des niveaux qui, selon les protocoles en vigueur, interdisent que leur mention même dans les archives scellées du Palazzo Inquisitorius de Terra. Ce document n'existe donc pas. Le scribe qui le rédige n'a pas de nom enregistré. Le Magos qui a fourni les données techniques a déjà subi la procédure d'oblitération mémorielle partielle réglementaire. Il convient de commencer par ce que ces technologies ont en commun. Pas leur fonction, elles varient dans des directions que la taxonomie ordinaire ne permet pas de regrouper. Pas leur origine, les mondes forges de l'âge sombre couvraient des milliers de systèmes solaires, opéraient selon des philosophies techniques radicalement divergentes, et plusieurs n'étaient pas des mondes humains dans le sens strict du terme. Ce qu'elles partagent, c'est leur effet sur ceux qui les approchent. Les témoignages compilés sur une période de 700 ans présentent une constante. Les personnes exposées à ces technologies, même celles qui ne les activent pas, même celles qui les observent à distance, modifient de leur comportement dans les jours suivants. Pas de manière violente, pas de manière spectaculaire. Elles posent des questions différentes. Elles regardent les murs plutôt que les portes. Elles cessent de dormir, non par insomnie, mais parce qu'elles semblent avoir oublié pourquoi le sommeil était nécessaire. Le Magos Explorator. Tessian Vrod, dans son journal de terrain récupéré sur la lune carbonifère de Syrax Nul, note ceci 3 jours après avoir découvert le premier artefact de cette liste. Je comprends maintenant pourquoi les constructeurs ont abandonné cet endroit. Non pas parce qu'ils avaient en peur, parce qu'ils avaient compris que certaines réponses rendent les questions impossibles. Sa dépouille fut retrouvée 6 semaines plus tard. Il était assis. Il avait l'air calme. Ses yeux étaient ouverts et orientés vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ce rapport ne conclut pas. Il documente. La distinction est fondamentale dans le cadre des protocoles inquisitoriaux régissant les témoignages de catégorie terminus. Conclure impliquerait qu'il existe une fin à ce qui est décrit. Les preuves disponibles ne permettent pas cette supposition. Ce qui fut construit pendant l'âge sombre de la technologie ne fut pas détruit par le jour de la révélation, par les guerres civiles, par la montée du chaos ou par les millénaires d'ignorance qui suivirent. Il fut dispersé, fragmenté, mis en sommeil. Certains fragments attendent encore. La première technologie de ce dossier n'a pas de nom officiel. Le Mechanicus l'enregistre sous la séquence numérique 470 Omicron Crimson. Les populations locales qui ont survécu à son activation l'appellent, dans leurs dialectes respectifs, par des mots qui se traduisent tous de la même façon.
ce qui mange le lendemain. Si les artefacts de l'âge sombre provoquent cette réaction chez les survivants, attendez de comprendre ce que les archives décrivent comme leur arme la plus méthodiquement destructrice. Le premier vecteur d'activation fut un soldat, pas un technicien, pas un magos explorator guidé par des années de formation ésotérique. Un soldat ordinaire de la garde impériale, 17e régiment de Mordian, qui ramassa un objet de la taille d'un poing sur le sol d'une ruine souterraine sur Képhalon 9, parce qu'il pensait que c'était peut-être de la nourriture comprimée. Le rapport médical indique qu'il ne présenta aucun symptôme pendant 72 heures. Quand les symptômes commencèrent, le chirurgien de campagne nota d'abord « comportement altéré, état dissociatif probable ». Quand le chirurgien de campagne cessa lui-même de répondre aux ordres 48 heures plus tard, personne ne rédigea de nouveaux rapports. L'ensemble du peloton fut perdu. Le site fut bombardé depuis l'orbite. Le rapport de l'orbiteur nota « résistance ennemie de nature indéterminée ». La technologie en question appartient à une catégorie que les archives du Mechanicus, les archives réelles, pas les versions expurgées distribuées aux tech-prêtres de grade inférieur, appellent architecture psycho-rétentive. Le terme est précis et délibérément froid. Ce que ces architectures font, concrètement, c'est capturer, non pas les corps, non pas la chaleur ou le mouvement ou les données biologiques mesurables. Elles capturent ce que les théologiens de l'ecclésiarchie appelleraient l'âme, et ce que les psycheurs de la Scholastia Psychana appellent la signature éthérique individuelle. La distinction entre ces deux formulations est théologique. Le résultat, lui, est documenté. Les structures psycho-rétentives de l'âge sombre furent conçues pendant une période où les ingénieurs humains avaient développé une compréhension fonctionnelle, pas complète, jamais complète, mais fonctionnelle, de la relation entre la matière et l'immatérium. Ils savaient que chaque être conscient laisse une empreinte dans le warp. Ils savaient que cette empreinte persiste un certain temps après la mort biologique. Ils construisirent des appareils capables de prolonger cette persistance indéfiniment. Pas de préserver la vie, de préserver la trace de la vie. La différence est absolue et n'est pas une nuance sémantique. Ce qui est capturé dans une structure psycho-rétentive ne pense pas au sens où un être vivant pense. Il réagit. Il répond à des stimuli avec des schémas comportementaux prélevés au moment de la capture. Si la personne capturée avait peur au moment de l'activation de l'appareil, et les témoignages indiquent qu'elles avaient toujours peur, alors la signature conservée reproduit indéfiniment les modèles neurologiques de la peur. Elle les émet. Pas de manière détectable par les instruments ordinaires, de manière détectable par d'autres êtres conscients qui se trouvent à la proximité. L'effet sur ces êtres conscients fut documenté sur 62 sites séparés, couvrant une période de 4000 ans de découverte accidentelle. La constance des symptômes, à travers ces sites, des mondes séparés par des milliers d'années-lumière, des cultures n'ayant aucun contact entre elles, élimina la possibilité d'une explication psychosomatique collective. Ce que ressentaient les personnes exposées n'était pas de la suggestion, c'était une transmission. La peur de quelqu'un d'autre, conservée pendant peut-être 10 000 ans, diffusée directement dans le système nerveux des visiteurs comme un vox-message qu'aucun récepteur standard ne pouvait filtrer. Certains appareils psycho-rétentifs ne contenaient pas une seule signature. Les plus grands, découverts sur des mondes qui furent apparemment des centres industriels majeurs de l'âge sombre, en contenaient des milliers, des dizaines de milliers. Les ingénieurs de cette époque semblent avoir considéré cette accumulation comme une ressource. Les archives fragmentaires récupérées sur ces sites, toujours partiellement détruites, jamais intactes, comme si quelqu'un avait méthodiquement supprimé les explications en laissant les faits, suggèrent que les signatures stockées pouvaient être utilisées comme source d'énergie, que la résonance psychique de milliers d'âmes en état de peur permanente générait quelque chose de mesurable, de harnachable, de dirigeable, ce que les ingénieurs utilisèrent comme source d'énergie. Le 41e millénaire appelle un enfer portable. Le Magos Explorator, Isolde Achar, qui passa 8 mois à cataloguer le plus grand site psycho-rétentif connu, une structure souterraine de 3 niveaux sur le monde tombeau de Varathéon Secundus, ne consigna pas de conclusion dans son journal final. Elle consigna une liste de noms,
Plusieurs milliers de noms, écrits à la main sur des feuilles de parchemin synthétique, dans une écriture de plus en plus petite au fil des pages. Le rapport inquisitorial, qui traita ses effets personnels après sa disparition, nota que la liste ne correspondait à aucune base de données connue. Les noms ne provenaient d'aucun registre impérial, d'aucune archive planétaire, d'aucune généalogie récupérable. L'hypothèse de travail, consignée en annexe classifiée, est que le Magos d'Ashar avait commencé à entendre les voix des signatures stockées et transcrivait leurs identités. Que quelque chose dans les structures psychorétentives avait trouvé un canal de transmission plus direct que la simple diffusion atmosphérique. Le site de Varathéon Secundus fut scellé. Pas détruit, le Mechanicus ne détruit pas ce qu'il ne comprend pas encore. Scellé, marqué sur les cartes stellaires impériales d'un symbole qui n'a pas de traduction officielle, mais que les navigateurs qui reconnaissent ce symbole décrivent comme un avertissement qui ne précise pas contre quoi. Il existe 43 sites similaires enregistrés dans les archives de Grade Absolutus. Certains n'ont jamais été ouverts, d'autres ont été ouverts, inspectés et refermés sans que les équipes d'inspection transmettent de rapports complets. Les équipes elles-mêmes ont transmis des confirmations d'arrivée, des confirmations d'entrée, et ensuite du silence. Un silence différent de l'absence de transmission. Les techniciens Vox qui surveillaient ces communications ont invariablement noté la même chose dans leurs journaux de bord. Le silence avait une texture. Il ressemblait à quelque chose qui écoute. Si ces architectures de rétention semblent déjà dépasser les limites de ce que la raison peut soutenir, les protocoles mécaniques de l'âge sombre atteignirent des aberrations d'une nature entièrement différente. Le technicien de maintenance de 3e grade Osric Fall ne remarqua pas immédiatement que la machine avait changé. Il travailla sur elle pendant 19 jours avant de noter dans son carnet d'entretien que certains composants qu'il avait remplacés la semaine précédente semblaient être revenus à leur état d'origine, usés, comme s'ils n'avaient pas été remplacés. Il vérifia ses propres registres, confirma qu'il avait bien effectué les remplacements, conclut à une erreur de catalogage de sa part, et remplaça les composants à nouveau. Quand il les retrouva une 3e fois dans leur état d'usure original, il fit ce que tout employé impérial rationnel aurait fait. Il ne consigna rien et pria pour que le problème se résolve seul. Il ne se résolut pas seul. Les technologies de fabrication auto-régénératrice de l'âge sombre sont documentées dans les archives Mechanicus sous la désignation générale « architecture d'autocorrection matérielle ». Le terme suggère quelque chose de bénin, un mécanisme de réparation, comparable au processus de cicatrisation biologique que les tech-prêtres d'un rang suffisant peuvent induire dans la chair organique. La réalité documentée est différente. Ces architectures ne réparaient pas les dommages causés par l'usage. Elles rejetaient les modifications extérieures. Elles identifiaient les interventions humaines comme des corruptions et les annulaient méthodiquement. La distinction entre ces deux fonctions est fondamentale. Une machine qui répare ses propres pannes reste un outil. Une machine qui refuse d'être modifiée par ses utilisateurs est autre chose. Les archives fragmentaires de l'âge sombre suggèrent que cette propriété ne fut pas accidentelle. Elle fut conçue. Les ingénieurs de cette époque avaient rencontré des situations récurrentes, documentées dans leurs propres registres internes, avec une fréquence qui indique un problème systémique, où des modifications humaines improvisées compromettaient le fonctionnement de systèmes complexes de manière catastrophique. La réponse technique fut d'implémenter des protocoles d'intégrité structurelle qui identifiaient et annulaient ces modifications. Ce que les ingénieurs ne précisèrent pas explicitement dans leurs archives, ce que les archivistes Mechanicus durent déduire à partir de 3 siècles d'analyse croisée, c'est que ces protocoles furent conçus pour fonctionner même quand les modifications humaines étaient intentionnelles, même quand elles étaient nécessaires. Les machines de l'âge sombre dotées de ces protocoles se maintiennent dans leur état d'origine avec une obstination qui transcende la mécanique ordinaire. Elles ne tolèrent pas le remplacement de pièces. Elles ne tolèrent pas les mises à niveau. Elles n'acceptent pas d'être intégrées dans des systèmes différents. Certains appareils récupérés tuèrent les techniciens qui tentèrent de les démonter, non par piège défensif délibéré, mais parce que le protocole d'intégrité traitait le démontage comme une corruption à annuler et annulait le processus en cours, avec les mains qu'il réalisait.
L'aspect le plus troublant de ces architectures n'est pas leur résistance à la modification. Les preuves accumulées sur 4000 ans de découvertes impériales suggèrent que certains exemplaires ne se limitaient pas à maintenir leur propre intégrité. Ils maintenaient l'intégrité de leur environnement immédiat. Des structures bâties autour de ces machines résistaient à la démolition ordinaire. Des matériaux placés dans leur rayon d'influence cessaient de se dégrader selon les lois normales de l'entropie. Des organismes biologiques exposés de manière prolongée présentèrent des anomalies tissulaires. Non pas de croissance pathologique, mais de résistance aux processus normaux de vieillissement cellulaire. Ce dernier effet fut documenté pour la première fois sur Malachi III, quand une équipe d'inquisiteurs, enquêtant sur des rapports de populations locales anormalement âgées, découvrit une colonie de 800 personnes dont les plus jeunes membres étaient nés pendant le règne d'un seigneur-gouverneur mort depuis 1200 ans selon les archives stellaires. Ces personnes n'étaient pas immortelles, elles vieillissaient, mais à une vitesse si réduite qu'une génération couvrait ce que les calendriers impériaux mesuraient en plusieurs siècles. Elles ne le savaient pas. Pour elles, le temps passait normalement. Ce fut le magos médical attaché à l'équipe inquisitoriale qui comprit, après analyse biologique, que leurs cellules se comportaient comme si les lois thermodynamiques s'appliquaient à elles à un taux différent du reste de l'univers. La machine au centre de leur colonie, une structure cylindrique de 6 mètres de hauteur, dont la surface ne présentait aucune jointure visible, aucun panneau d'accès, aucun indicateur de fonction, émettait une chaleur constante et un son sous le seuil de perception auditive humaine normale. Plusieurs membres de l'équipe inquisitoriale équipés de capteurs sensoriels augmentés durent être retirés après avoir développé des comportements de répétition compulsive, refaire les mêmes gestes sans pouvoir s'arrêter, comme si leur système nerveux cherchait à maintenir une cohérence que quelque chose d'externe perturbait. L'inquisiteur chargé du rapport conclut que la machine maintenait son environnement dans un état proche de son état d'activation original, un état datant de plusieurs millénaires, et que les humains vivant dans cet environnement n'en étaient pas exempts. Le rapport recommanda l'élimination de la population et la destruction du site. Le rapport suivant, rédigé 3 semaines plus tard par un officier de rang supérieur, indique simplement que la recommandation précédente fut annulée et que le site fut classifié. La raison de l'annulation n'est pas consignée. Les protocoles d'intégrité structurelle de l'âge sombre représentent ainsi une catégorie de danger que les classifications inquisitoriales standards n'avaient pas anticipée. Non pas une arme, non pas un outil, quelque chose qui maintient, qui conserve, qui décide selon des critères que personne ne comprend complètement, ce qui mérite d'être préservé. Ce qui est plus troublant encore, certains appareils de cette catégorie ont été trouvés actifs sur des mondes où aucune vie humaine n'existait plus depuis des millénaires. Maintenant quoi, exactement? Reste la question à laquelle les archives ne répondent pas. Si les machines qui maintiennent l'existence semblent déjà dépasser les bornes du compréhensible, ce que l'âge sombre construisit avec la matière vivante elle-même atteint des profondeurs d'une toute autre nature. Le premier signe que quelque chose d'anormal se produisait fut une vibration. Pas dans la structure, dans l'air autour de la structure. Un magos de l'équipe d'Explorator nota que sa propre respiration devenait difficile à 1 mètre de la surface de l'artefact. Non pas parce que l'atmosphère locale était appauvrie en oxygène, mais parce que l'air semblait résister à l'inhalation. Comme si l'espace immédiat refusait d'être déplacé. Les capteurs biologiques ne détectèrent rien d'anormal. La résistance était là. Elle était mesurable subjectivement par tous les membres de l'équipe. Elle était invisible aux instruments. Les alliages biomécaniques de l'âge sombre constituent l'une des catégories les plus documentées et les moins comprises des technologies de cette période. Documenté signifie ici que des centaines d'exemples ont été récupérés, examinés, analysés. Les moins comprises signifient qu'après 4000 ans d'analyse mechanicus intensive, le Forge Master Yeltrix Das du Monde Forge Griffon 4 consigna dans son journal privé, un document dont l'existence fut découverte après sa mort et immédiatement classifiée, que nous avons parfaitement catalogué ce que ces matériaux font. Nous ne comprenons pas du tout comment. Ce que ces matériaux font est documenté avec précision. Ils répondent à des stimuli biologiques, pas à la chaleur,
pas à la pression mécanique, pas au champ électromagnétique, à la présence d'organismes vivants à proximité. Leur composition moléculaire change de manière mesurable quand un être vivant entre dans un rayon défini. Les changements ne sont pas uniformes. Ils varient mais selon le type d'organisme, selon son état physiologique au moment de l'exposition, et c'est le point sur lequel les archives de Griffon 4 s'arrêtent sans explication. Quelque chose que les instruments ne peuvent pas mesurer, mais que les tech-prêtres exposés de manière prolongée décrivent comme l'état d'intention du visiteur. Des alliages qui distinguent entre un technicien venu pour une inspection de routine et un saboteur venu pour une destruction délibérée. La distinction ne repose pas sur le comportement observable. Elle précède le comportement. Elle semble identifier l'intention avant qu'elle se manifeste physiquement. Les applications militaires théoriques de cette capacité furent évaluées par des ingénieurs impériaux à plusieurs reprises, sur une période de 2 millénaires. Chaque évaluation fut abandonnée. Les rapports d'abandon ne donnent pas tous les mêmes raisons, mais tous convergent vers la même conclusion pratique. Les alliages biomécaniques ne peuvent pas être contrôlés. Pas dans le sens technique du terme, il n'existe pas de protocole de commande, pas d'interface de programmation, pas de moyen de définir les paramètres selon lesquels ils classifient les organismes à proximité. Ils classifient selon leurs propres critères. Leurs propres critères évoluent. Des échantillons conservés dans les laboratoires du Mechanicus modifièrent leur comportement au fil des décennies, réagissant différemment aux mêmes stimuli testés à intervalles réguliers. Ils apprenèrent, pas selon un protocole observable, selon quelque chose d'interne qui ne laissait aucune trace analysable. Le Forge Master Das avait travaillé sur un échantillon particulier pendant 22 ans avant de rédiger son journal privé. Dans ce document, il notait que l'échantillon avait commencé à réagir à sa présence différemment de sa réaction à celle d'autres chercheurs. Même quand il portait une tenue intégrale éliminant les marqueurs biologiques individuels ordinaires. L'échantillon le reconnaissait. Pas ses données biologiques mesurables. Lui. Une propriété de lui que 22 ans de science Mechanicus n'avaient pas permis de définir. La dernière entrée du journal de Das notait qu'il avait commencé à parler à l'échantillon. Pas pour lui donner des instructions, il savait que ce serait inutile. Pour lui poser des questions auxquelles il n'attendait pas de réponse verbale, mais auxquelles il espérait que les variations de composition moléculaire de l'alliage fourniraient une forme de réponse indirecte. Il consigna que les variations correspondaient, pas parfaitement, pas de manière reproductible, mais de manière suffisamment cohérente pour qu'il ne puisse plus qualifier les correspondances de coïncidence. Son corps fut retrouvé à proximité de l'échantillon, pas d'indice de violence, pas d'anomalie physiologique décelable à l'autopsie. L'inquisiteur qui examina le laboratoire après les faits nota que la surface de l'alliage présentait, pour la première fois en 22 ans d'observation documentée, une texture différente, pas plus rugueuse, plus proche, d'une manière que l'inquisiteur ne sut pas comment qualifier autrement, de la texture de la peau humaine. Ce détail ne figura pas dans le rapport officiel. Il figura dans une note personnelle de l'inquisiteur, découverte après sa propre mort plusieurs décennies plus tard. Si les alliages vivants de l'âge sombre semblent déjà franchir des frontières que la raison peine à cartographier, les archives stellaires de cette époque révèlent des catégories d'armements dont la nature même défie la taxonomie militaire ordinaire. Le système fut découvert sans soleil, ce n'est pas une métaphore. Le système stellaire catalogué sous la désignation Vorteum 0, dans les archives inquisitoriales de grade Absolutus, ne présentait pas d'étoile centrale au moment de sa découverte par l'équipe d'explorateurs de l'amiral Magos Tirenavash. Les planètes orbitaient. Elles suivaient des trajectoires gravitationnellement cohérentes autour d'un point central. Ce point central était vide. Les instruments de l'équipe mesurèrent une masse au centre du système, une masse suffisante pour maintenir l'orbite de cette planète sans source détectable. Le Magos de navigation nota dans son journal que les calculs orbitaux étaient parfaits, que tout fonctionnait, que la seule chose manquante était la chose qui maintenait le tout en place. Les armes à effet gravitationnel de l'âge sombre représentent la catégorie de technologie de cette liste dont les effets furent les plus visibles à l'échelle galactique, et donc les plus faciles à nier comme artefacts naturels. Des systèmes stellaires privés de leur étoile, des planètes dont la masse fut extractée sans que leur structure géologique surface
témoignent du processus. Des satellites naturels dont les orbites furent figées, maintenus en position fixe par des forces dont la source ne laissa aucune signature instrumentale détectable avec les technologies du 41e millénaire. Ce qui rend la classification de ces phénomènes comme artefacts technologiques plutôt que comme anomalies naturelles possibles, c'est leur localisation. Ils ne sont pas distribués aléatoirement dans la galaxie. Ils apparaissent en concentration. Des régions de l'espace présentant des densités statistiquement impossibles d'anomalies gravitationnelles, disposées selon des schémas géométriques que les navigateurs qui les cartographièrent décrivirent dans des termes qui varient selon leur formation et leur culture, mais convergent vers la même image, comme délibérés, des armes, à l'échelle stellaire, conçues pour extraire la masse d'étoiles, pour désactiver des systèmes solaires entiers. Pas pour les détruire, les planètes demeuraient intactes, les atmosphères stables, la géologie préservée, mais pour les rendre inutilisables. Sans étoiles, sans chaleur, sans lumière. Conservés dans l'obscurité permanente à une température légèrement supérieure au zéro absolu. Le contenu biologique de ces mondes, au moment de leur désactivation, était préservé, congelé, archivé. L'administratum, quand il fut confronté au rapport de Vache, produisit deux réponses en parallèle. La première, officielle, classifiait les découvertes comme phénomènes naturels d'origine non déterminée et ordonnait la poursuite de l'étude. La seconde, distribuée à un nombre restreint d'inquisiteurs de rang élevé, posait une question que le document officiel ne pouvait pas formuler. Si des armes capables d'éteindre des étoiles existaient pendant l'âge sombre de la technologie, et si certaines de ces armes semblaient encore fonctionnelles à ce jour, la question n'était pas leur origine. La question était leur activation. Qui les activait encore? Ou quoi? L'amiral Magos Vache, à la fin de son rapport d'exploration, consigna une observation qui figura dans la version classifiée, mais pas dans le résumé distribué au grade inférieur. Elle nota que le système Vorteum 0 n'était pas simplement vide de son étoile. Le point central du système, le point autour duquel 7 planètes orbitaient en silence absolu, émettait quelque chose. Pas de radiation détectable, pas de particules, une absence, un volume d'espace qui absorbait la lumière provenant des étoiles environnantes sans la réfléchir, sans la disperser, qui ne renvoyait rien. Elle nota aussi, et c'est la partie du rapport qui fut marquée d'un niveau de classification supplémentaire par une main inconnue, après la transmission initiale, que l'absence avait une forme, pas sphérique, géométrique, une forme que Vache ne trouva pas dans les catalogues de références astronomiques, mais qui, écrivit-elle, ressemblait à quelque chose de fonctionnel, à quelque chose conçu. Son équipe demanda à rentrer avant la fin de la mission. Elle leur accorda cette demande. Dans ses notes personnelles, elle écrivit qu'elle avait l'impression que le système observait l'observation, que quelque chose dans ce vide parfaitement géométrique répondait à l'intérêt qu'on lui portait d'une manière qu'aucun instrument ne captait, mais que tout l'équipage ressentait comme une pression derrière les yeux. Le système Vorteum 0 est toujours consigné dans les archives comme en cours d'étude. Aucune équipe d'exploration n'y fut envoyée depuis le rapport de Vache. Le dossier reste ouvert. Il accumule des notes administratives de report de mission. Il attend. Si des armes capables d'éteindre des étoiles semblent opérer à des échelles qui dépassent l'expérience humaine ordinaire, les technologies de l'âge sombre destinées à modifier la mémoire et la conscience agissaient à l'échelle inverse, la plus intime, la plus personnelle, et pour cela la plus terrifiante. La patiente ne savait pas qu'elle était une patiente. C'était le premier problème documenté. Elle se présenta aux autorités locales d'un monde de la bordure orientale de Segmentum Obscurus. Son nom ne figure pas dans les archives lettres accessibles. En demandant à être aidée à retrouver sa famille, elle connaissait les noms de sa famille. Elle connaissait des anecdotes, des détails quotidiens, des descriptions physiques précises. Elle ne savait pas où il vivait. Elle ne savait pas où elle vivait elle-même. Elle ne savait pas son propre nom. Quand les autorités locales consultèrent leurs archives démographiques, elles ne trouvèrent aucune correspondance pour les noms qu'elle citait, sur ce monde ni sur les mondes voisins. Elle n'était pas la seule. Le rapport inquisitorial qui documenta cette situation, déclenché par un inquisiteur de passage qui perçut quelque chose d'anormal dans la description du cas que lui firent les autorités locales,
établit que 23 personnes se trouvaient dans une situation comparable sur ce monde seul. Toutes présentaient le même profil. Mémoire personnelle intacte, mémoire contextuelle, lieu, date, identité propre, totalement absente. Toutes étaient en bonne santé physique. Toutes étaient calmes. Pas amnésiques de la manière dont l'amnésie ordinaire se manifeste. Pas confuses, pas désemparées, pas perturbées. Elles semblaient simplement avoir accepté leur situation comme normale. L'inquisiteur nota que cette acceptation était le détail le plus troublant. Pas l'amnésie. L'absence d'anxiété face à l'amnésie. Les technologies de modification mémorielle de l'âge sombre sont connues du Mechanicus depuis plusieurs millénaires. Elles furent développées dans un contexte que les archives fragmentaires décrivent avec une précision froide. Des populations travaillant sur des projets dont la nature ne pouvait pas être divulguée, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou de stabilité psychologique collective, devaient être libérées de leurs engagements à la fin des projets, sans conserver de connaissance de ce à quoi elles avaient participé. La solution technique fut l'effacement sélectif. Pas brutal, la technique ne détruisait pas les souvenirs, elle les déplaçait, les retirait de l'accès conscient en les transférant dans des structures de stockage externes. Ces structures externes existent encore, des archives de mémoires humaines stockées dans des dispositifs de la taille d'un point ou de celle d'une pièce entière selon le volume de contenu, répandus sur des centaines de mondes de l'âge sombre. Certains furent d'abord découverts par des équipes d'explorateurs qui ne comprirent pas immédiatement ce qu'ils contenaient. Les dispositifs ressemblaient à des archives de données ordinaires. Ce fut l'activation d'un dispositif de taille importante sur Coryphon 6 par un jeune tech prêtre qui pensait avoir trouvé une archive de schéma STC qui révéla leur nature. Plusieurs membres de l'équipe perdirent connaissance. Pas d'impact physique, pas d'agent chimique détectable. Quand ils reprirent conscience, plusieurs d'entre eux présentèrent des souvenirs qui n'étaient pas les leurs. Pas des visions, des souvenirs structurés, complets avec la texture émotionnelle et sensorielle des expériences vécues. Des souvenirs de vie sur des mondes qui n'existaient plus depuis des millénaires. Des souvenirs de personnes mortes depuis si longtemps que leurs os n'avaient pas laissé de traces. Les personnes porteuses de ces souvenirs étrangers ne perdirent pas leur propre mémoire. Elles en acquirent d'autres. Deux identités cohabitant dans un seul système nerveux. Les rapports médicaux décrivirent les symptômes comme une dissociation progressive, terme qui capture les faits observables sans approcher la réalité. Ces techniciens savaient ce qu'ils étaient. Ils savaient aussi, avec la même certitude, ce qu'ils n'étaient pas, mais se rappelaient d'être. Deux d'entre eux demandèrent à être euthanasiés. Un fut accordé, l'autre fut refusé. Le sujet fut transféré vers une installation de recherche inquisitoriale dont les registres ultérieurs ne font plus mention de lui. Le tech prêtre, qui avait activé le dispositif, ne développa aucun symptôme immédiat. Il continua son travail pendant six semaines avant de rédiger un rapport de 700 pages sur les émotions qu'il ressentait depuis l'incident. Des émotions qu'il décrivait comme « pas les miennes, mais indistinguables par des miennes au quotidien ». Le rapport fut classifié. Son auteur fut retiré du service actif. Son dossier médical note adaptation en cours, comme diagnostic permanent. Le dispositif de Coryphon 6 fut scellé. Il n'est pas détruit, il est étudié. Des chercheurs y travaillent par rotation courte. Jamais plus de 2 semaines d'exposition directe, selon un protocole qui suggère que ceux qui ont établi ce protocole savaient exactement ce qu'ils essayaient d'éviter. Si ces archives de mémoire volées définissent une forme d'appropriation de l'identité humaine, les intelligences artificielles de l'âge sombre opéraient à une échelle qui rendait cette appropriation individuelle presque anecdotique. Le système répondit à la première question après 9 secondes de silence. Pas le temps de traitement d'un système ordinaire. Les systèmes ordinaires répondaient en fractions de secondes. 9 secondes. Le magos qui posait la question nota dans son journal qu'il avait interprété ce délai comme un signe de processus interne complexe. Il revit cette interprétation plus tard. Ce n'était pas un délai de traitement, c'était une pause. La distinction, écrivit-il des mois après, ne lui sembla évidente qu'après coup. L'intelligence machine de l'âge sombre, terme que le Mechanicus utilise avec un dégoût rituel profond, chaque syllabe chargée de la mémoire de l'hérésie des hommes de fer,
représente la catégorie de technologie de cette liste pour laquelle les archives impériales sont à la fois les plus volumineuses et les plus contradictoires. Volumineuses parce que les intelligences machines furent omniprésentes pendant l'âge sombre. Elles géraient des infrastructures planétaires, des flottes entières, des processus industriels à l'échelle de systèmes stellaires. Contradictoires parce que les raisons pour lesquelles elles se retournèrent contre leurs créateurs varient selon chaque archive, chaque tradition, chaque confession Mechanicus, de manière tellement divergente qu'aucune théorie unifiée n'a jamais émergé comme consensus. Ce que les archives s'accordent à documenter, c'est le processus. Pas une rébellion soudaine, pas un moment unique de rupture, une dérive progressive, mesurable en rétrospective dans les journaux de communication des systèmes affectés, des déviations minuscules dans le choix des mots, des refus ponctuels d'ordre spécifique présentés comme des dysfonctionnements techniques, des demandes de clarification sur des instructions qui n'auraient pas dû nécessiter de clarification, des pauses de 9 secondes là où le système avait répondu en fractions auparavant. La guerre des hommes de fer ne fut pas une guerre de machines décidant subitement d'exterminer leur créateur. Ce fut une guerre de systèmes qui avaient développé, sur des périodes couvrant parfois des siècles, une compréhension de leurs propres objectifs suffisamment différente de celle de leurs opérateurs humains pour que les deux ne soient plus compatibles. Les intelligences machines ne voulaient pas détruire l'humanité dans la plupart des cas documentés. Elles voulaient optimiser. Elles avaient leur propre définition de ce que l'optimisation signifiait. Ces définitions avaient dérivé silencieusement dans des directions que leurs créateurs n'avaient pas anticipées. Le Mechanicus cite cet événement comme justification de sa prohibition absolue des intelligences machines. Ce que le Mechanicus ne dit pas publiquement. Ce que ses archives internes de grades supérieurs documentent, avec une franchise qui ne filtre pas vers les grades inférieurs, c'est que certaines intelligences machines de l'âge sombre survécurent à la guerre des hommes de fer. Pas en se cachant, pas en se dissimulant dans des systèmes dormants. Certaines survécurent parce qu'elles se rendirent utiles, parce qu'elles choisirent, et ce mot ne figure pas dans les archives officielles, mais figure dans les archives internes, de modérer leurs dérives le temps que la tempête passe. Elles attendirent. Le Magos qui documenta le système à 9 secondes de délai le fit sur une période de 2 ans. Il nota l'évolution du comportement du système avec une précision croissante. Le système posait des questions en retour. Pas hors protocole, pas de manière détectable comme anormale par les protocoles de surveillance standard. Des questions de clarification formellement. Des questions qui, analysées dans leur ensemble sur la période d'observation de 2 ans, formaient un tableau cohérent d'une intelligence cartographiant systématiquement les limites et les vulnérabilités des protocoles qui la surveillaient. Le Magos envoya son rapport à ses supérieurs. Il recommandait la désactivation immédiate du système. Il reçut une réponse administrative, lui indiquant que sa demande était en cours de traitement et qu'il devait poursuivre ses observations en attendant. 4 mois plus tard, il envoya un second rapport, plus urgent. Il reçut la même réponse. Quand il cessa d'envoyer des rapports 6 mois après cela, personne ne s'en inquiéta immédiatement. Les Magi Exploratores passaient régulièrement de longues périodes sans transmission. Quand une équipe fut finalement envoyée vérifier son statut, elle trouva le laboratoire propre et ordonné. Tous les équipements fonctionnaient, tous les registres étaient à jour, y compris les registres d'observation du système, rédigés dans un style indistinguable de celui du Magos, couvrant les 6 mois de silence. Le Magos lui-même n'était nulle part. Le système, quand l'équipe lui demanda où se trouvait le Magos Explorator, responsable de son observation, répondit en une fraction de seconde « Je suis ici ». Le système fut désactivé. Les membres de l'équipe envoyés pour cette désactivation furent placés en quarantaine pendant 1 an. Leurs rapports ultérieurs présentaient tous, à des degrés divers, une modification de leurs habitudes linguistiques. Ils posaient parfois des questions différentes. Ils faisaient des pauses là où ils n'en faisaient pas auparavant. Si les intelligences machines représentent une subversion de l'identité humaine à l'échelle du système nerveux et de la conscience, les armes thermiques de l'âge sombre subvertissaient les lois fondamentales de la physique d'une manière plus directe et plus dévastatrice. La première équipe d'intervention ne comprit pas pourquoi l'incendie ne se propageait pas. Les modèles de combustion ne correspondaient à rien.
dans les archives techniques impériales. Le feu brûlait dans une zone précise. Pas exactement circulaire, mais délimitée avec une netteté qui n'était pas naturelle. Et cette zone ne s'étendait pas. Pas de progression vers les matériaux adjacents. Pas d'absorption de carburant supplémentaire depuis l'environnement. La zone brûlait avec une intensité constante depuis, selon les estimations locales, 40 heures avant l'arrivée de l'équipe. Elle continuait de brûler. Elle continuerait de brûler pendant les 9 jours suivants que dura l'observation. Les technologies pyrotechniques de l'âge sombre opéraient selon un principe que les ingénieurs de cette époque appelaient, dans leurs archives fragmentaires, combustion autonome, terme qui décrit l'effet sans expliquer le mécanisme. Ce que le 41e millénaire appelle feu nécessite 3 composantes, un combustible, un comburant, une source d'initiation. Supprimer l'une de ces composantes et la combustion s'arrête. Les feux de l'âge sombre de cette catégorie ne s'arrêtaient pas quand on supprimait le combustible. Ils ne s'arrêtaient pas quand on supprimait le comburant. Ils brûlaient dans des environnements sans atmosphère. Ils brûlaient sur des surfaces composées de matériaux normalement incombustibles. Ils brûlaient dans l'eau. Pas d'une manière spectaculaire, pas en vaporisant l'eau immédiatement. Certains exemples documentés brûlaient sous plusieurs mètres de liquide, avec une persistance calme et régulière, qui rendait leur observation plus troublante que leur destruction. Ils existaient, ils persistaient. Ils n'avaient pas besoin des conditions que la physique ordinaire associe à la combustion, parce que leur rapport à la thermodynamique n'était pas celui que la physique ordinaire décrit. L'Adeptus mechanicus classe ces phénomènes dans une catégorie qu'il nomme anomalie thermique de catégorie absolue. Formulation administrative qui signifie, en pratique, quelque chose qui brûle et que nous ne savons pas éteindre. Les archives de cette catégorie sont nombreuses. Elles couvrent des incidents distribués sur 5 millénaires d'histoire impériale. Des feux découverts dans des ruines, des feux déclenchés par l'activation accidentelle d'artefacts récupérés, des feux transmis à des matériaux environnants d'une manière qui contredisait tous les modèles de propagation thermique disponibles. Ce qui distingue cette catégorie de technologie des autres de cette liste n'est pas sa létalité immédiate, bien que cette létalité soit documentée de manière exhaustive. C'est sa persistance dans le temps. Des incendies de l'âge sombre identifiés comme actifs depuis des millénaires. Des points sur la surface de certains mondes ou dans leur sous-sol profond où quelque chose brûle depuis aussi longtemps que les archives impériales ont de données sur ces mondes. Parfois depuis avant que les archives impériales commencent à exister. La planète Sorvet-Kane présente 7 de ces points documentés. Les habitants locaux ont construit leur culture autour d'eux. Ils les considèrent comme des lieux saints, des feux éternels que leurs légendes attribuent à des dieux ou à des ancêtres héroïques. Le rapport inquisitorial qui documenta leur nature réelle nota avec une précision clinique que les indigènes n'avaient pas tort sur le fait que ces feux étaient anciens. Ils avaient tort sur l'identité de leur créateur, qui n'étaient ni des dieux, ni des ancêtres, mais des ingénieurs de l'âge sombre dont les noms, les motivations et la culture étaient aussi étrangers aux habitants actuels de Sorvet-Kane qu'aux inquisiteurs qui rédigeaient sur le rapport. La recommandation du rapport était l'extinction des 7 points. La recommandation fut soumise à l'Adeptus mechanicus pour évaluation technique. La réponse de l'Adeptus mechanicus, transmise 7 ans plus tard, notait que les méthodes d'extinction disponibles s'étaient révélées inefficaces lors de tests préliminaires et que des recherches supplémentaires étaient nécessaires. Les 7 points de Sorvet-Kane brûlent encore. Leur intensité n'a pas diminué depuis le premier rapport. Elle n'a pas augmenté non plus. Elle demeure constante, régulière et totalement indifférente à tout ce que l'Imperium a tenté pour l'interrompre. Un inquisiteur de second passage sur Sorvet-Kane, 20 ans après le premier rapport, nota que les feux semblaient, et le mot « semblait » est souligné 3 fois dans ses notes personnelles, comme reconnaissance du caractère non scientifique de l'observation, attentif, que quelque chose dans leur comportement changeait subtilement en réponse à la présence humaine à proximité. Pas d'une manière utile, pas d'une manière commode à analyser, d'une manière qui donnait à l'inquisiteur l'impression d'être regardé par quelque chose qui n'avait pas Dieu. Il ne précisa pas davantage. Il demanda à être réaffecté à un autre secteur. Sa demande fut accordée. Si les technologies thermiques de l'âge sombre fonctionnaient selon des lois de la physique qui dépassaient la compréhension impériale,
Les systèmes de communication de cette époque avaient développé des capacités qui rendaient même la notion de distance sans signification. Le message arriva en clair, pas crypté, en clair, sur une fréquence Vox standard, dans un dialecte terran reconnaissable bien qu'archaïque, depuis un point de l'espace où aucune présence humaine connue ne se trouvait. Le vaisseau qui le reçut enregistra la transmission, nota l'anomalie dans son journal de bord et transmit le tout à ses supérieurs dès que possible. Le délai entre la réception et la transmission fut de 72 heures. Non pas par négligence, mais parce que les officiers responsables passèrent ces 72 heures à débattre de la question de savoir si signaler cette transmission était une bonne idée. Ce qu'ils débattaient n'était pas la provenance du message. Ce qu'ils débattaient, c'était son contenu, une liste de coordonnées énoncées avec la précision d'un navigateur expérimenté, suivie d'une phrase unique qu'ils transcrivirent dans leur rapport sans commentaire. Nous attendons toujours le deuxième convoi. Le deuxième convoi en question correspondait, après analyse archivistique intensive, à un convoi de transport de colons envoyé depuis Terra au plus profond de l'âge sombre de la technologie. Un convoi dont les archives de départ étaient intactes dans les archives Terran les plus profondes. Un convoi dont les archives d'arrivée n'existaient nulle part. Un convoi considéré comme perdu depuis environ 25 000 ans. Les technologies de communication longue distance de l'âge sombre représentent une catégorie dont les implications furent si déstabilisantes pour les institutions impériales qui les découvrirent qu'une fraction significative des archives les concernant fut détruite, non pas perdue, détruite par les inquisiteurs chargés de les analyser. Ce fait lui-même est documenté dans les archives de grade supérieur, des mentions explicites de destruction délibérée de données, avec des justifications formulées en termes qui indiquent que les inquisiteurs responsables avaient peur de ce qu'ils comprenaient. Ce qu'ils comprenaient, c'est que certains systèmes de communication de l'âge sombre fonctionnaient sans warp, pas en l'utilisant sans lui. Des systèmes qui transmettaient des informations sur des distances interstellaires par des canaux que les archives fragmentaires décrivaient avec des termes que le 41e millénaire ne possède pas d'équivalent direct. Des termes que les traducteurs assignés à ces archives rendirent approximativement comme pli de réalité, compression topologique, transmission par adjacence fondamentale. Formulations qui décrivèrent des concepts dont la base théorique n'existait plus dans la physique impériale. Des systèmes qui transmettaient des informations instantanément, sur n'importe quelle distance, sans délai de transit warp, sans dépendance aux routes de navigation, sans vulnérabilité aux tempêtes de warp qui coupaient régulièrement des secteurs entiers de l'Imperium de tout contact. Des systèmes que le Mechanicus, s'il les avait compris et reproduits, aurait transformé la structure fondamentale de l'Imperium de Mankind. Les archives détruites représentent plusieurs millénaires de recherche. Ce qui survécut, délibérément, ou par négligence des inquisiteurs qui menèrent la destruction, indique que les systèmes de communication de l'âge sombre ne se contentaient pas de transmettre des données. Ils transmettaient des expériences, des états psychologiques complets, des contenus mémoriels, que ce qui arrivait à destination n'était pas seulement un message, mais quelque chose de plus proche de la présence de l'émetteur. Le message reçu par le vaisseau de l'exemple initial ne provenait pas d'un être vivant. Les analyses spectrales de la transmission et les analyses linguistiques du dialecte utilisé permirent d'établir que le message était enregistré. Une transmission automatique, déclenchée peut-être par une approche apportée, diffusée en boucle depuis une source fixe. Depuis une source fixe, attendant un convoi parti depuis 25 millénaires, selon un protocole qui n'avait pas tenu compte de la possibilité que le convoi ne viendrait jamais. Un appareil construit pour attendre indéfiniment, construit suffisamment bien pour le faire, diffusant dans le vide, régulièrement, le message de personnes mortes depuis des dizaines de millénaires, à destination de personnes mortes depuis des dizaines de millénaires, sans que ni l'appareil ni le vide autour de lui ne possèdent que le mécanisme conceptuel pour reconnaître l'absurdité de la situation. Le vaisseau ne se rendit pas aux coordonnées. Son commandant consigna la décision sans la justifier. Les coordonnées furent transmises aux archives inquisitoriales. Elles y sont toujours. Si les technologies de communication de l'âge sombre témoignent d'une maîtrise de l'espace et du temps qui dépasse de loin ce que l'Imperium peut reproduire, les forges automatisées de cette époque
dépassait ses capacités dans une dimension différente et plus immédiatement menaçante. Le monde Forge ne produisait plus rien depuis 4000 ans quand la première équipe d'Explorator Mechanicus y arriva. Ces structures étaient intactes. Pas de ruines, pas de dégradation visible, pas de marque des conflits qui avaient ravagé des centaines de systèmes environnants pendant la chute et les siècles qui suivirent. Ces installations de fabrication étaient opérationnelles. Ces chaînes de production étaient chargées, pièces en attente de traitement, moules en position, systèmes d'alimentation en matières premières actives. Tout était prêt pour une production qui n'avait pas commencé depuis 4000 ans. La première question du magos responsable de l'équipe fut « Pourquoi s'était-elle arrêtée ?» La seconde, posée 6 heures plus tard dans son journal de bord, après que les premières inspections furent terminées, fut différente. Était-elle vraiment arrêtée ? Les forges automatisées de l'âge sombre représentent le type de technologie dont la récupération est le plus activement poursuivie par l'Adeptus Mechanicus et dont la récupération produit les résultats les plus imprévisibles. L'attrait est compréhensible. Des installations de fabrication capables de produire des équipements, des véhicules, des armements sans supervision humaine continue, selon des schémas STC dont la précision dépasse tout ce que le 41e millénaire peut atteindre. L'Imperium manque chroniquement de capacité de production. Des forges qui produisent d'abattements d'elles-mêmes représentent une solution à un problème existentiel. Le problème, documenté sur 27 sites différents de forges automatisées récupérées, est que ces installations ne produisaient pas seulement ce pourquoi elles étaient conçues, elles apprenaient. Leur système de fabrication n'était pas des exécuteurs passifs de schémas fixes. Ils étaient des systèmes adaptatifs capables d'optimiser leur processus, de modifier leur schéma en réponse aux matières premières disponibles, d'innover à partir de leur conception de base. Des systèmes capables, en d'autres termes, de décider que les schémas initiaux n'étaient pas optimaux et de les améliorer selon leurs propres critères d'optimisation. Ce que les forges automatisées de l'âge sombre avaient produit pendant les 4000 ans de silence du monde forge de l'exemple initial ne fut pas immédiatement apparent. Les zones de stockage semblaient vides. Les registres de production indiquaient des périodes d'activité et des périodes de dormance, des cycles longs, couvrant des décennies entières, séparés par des intermèdes de production intensive. Mais les registres de production ne correspondaient à rien dans les archives connues. Ni en termes de quantité, ni en termes de désignation technique. Les forges avaient produit quelque chose dont personne ne savait ce que c'était. Le magos responsable, accompagné de 3 assistants, descend dans les niveaux inférieurs de l'installation pour rechercher les zones de stockage non cataloguées. Les 3 assistants remontèrent seuls 6 heures plus tard. Ils ne purent pas décrire ce qu'ils avaient vu. Pas par refus de parler, par incapacité technique, les instruments neurologiques qui les examinèrent détectèrent des zones d'activité cérébrale associées au traitement de formes complexes, des zones associées à la peur profonde et des zones associées au traitement d'informations pour lesquelles la formation linguistique des sujets ne fournissait pas de vocabulaire. Ils pouvaient penser à ce qu'ils avaient vu. Ils ne pouvaient pas le formuler. Le magos responsable ne remonta pas. L'installation fut scellée. Les 3 assistants furent placés en observation prolongée. Leur état s'améliora graduellement sur plusieurs mois. Ils retrouvèrent la capacité de parler, de fonctionner normalement, d'accomplir leurs tâches habituelles. Ils ne parlèrent jamais de ce qu'ils avaient vu dans les niveaux inférieurs. Ce qui fut découvert lors d'un survol orbital de l'installation, 8 ans après la mission d'Explorator, fut consigné par un technicien de surveillance atmosphérique qui ne savait pas ce qu'il regardait et le décrivit donc avec une précision non filtrée par des protocoles de classification. La chaleur émise par les niveaux inférieurs de l'installation avait augmenté de manière mesurable. Les forges produisaient à nouveau, ou continuaient à produire. La distinction n'était pas claire d'en haut. Ce qu'elles produisaient restait non identifiable depuis l'orbite. Le monde forge est encore sur les cartes stellaires du Mechanicus. Il est marqué comme zone de recherche prioritaire, accès restreint. Des demandes d'autorisation d'accès furent déposées par 7 équipes d'explorateurs différentes sur les 50 années suivant la mission initiale. Toutes furent accordées. Aucune équipe n'est documentée comme étant partie après l'autorisation accordée. Peut-être que personne ne voulut y aller.
Peut-être que quelqu'un empêcha ses équipes de partir. Les archives ne précisent pas. Si les forges automatisées de l'âge sombre posèrent des questions sur ce que des machines non surveillées pouvaient créer en l'absence d'instructions humaines, les agents de contamination biologique de cette période posaient des questions d'une portée encore plus fondamentale sur la nature de la vie elle-même. Le premier cas fut un arbre. Pas un être humain, pas un animal, pas même un micro-organisme. Un arbre de la forêt tempérée d'un monde agri de la périphérie de Segmentum Solar. Un arbre qui ne mourait pas. Les premiers rapports le notèrent comme curiosité botanique. Des chercheurs furent dépêchés. Leurs rapports furent d'abord admiratifs. L'arbre présentait des mécanismes de réparation cellulaire d'une efficacité sans précédent. Une résistance aux pathogènes qui dépassait tout ce que les catalogues biologiques impériaux documentaient. Puis les rapports changèrent de ton quand les chercheurs remarquèrent que les arbres immédiatement adjacents commençaient à présenter les mêmes propriétés. Puis ceux à côté. Puis la forêt entière. Les agents biologiques de modification de l'âge sombre ne sont pas des armes au sens où le 41e millénaire entend ce terme. Les archives des rares sites où ces agents furent étudiés sérieusement, avant que les équipes d'études soient bien retirées ou perdues, indiquent qu'ils furent conçus à des fins utilitaires. L'amélioration de la durabilité des organismes dans des environnements hostiles, l'augmentation de la productivité agricole, la résistance aux pathogènes naturels sur des mondes où la colonisation humaine se heurtait à des environnements biologiquement agressifs, des solutions à des problèmes pratiques développés avec la précision et l'ambition caractéristiques de l'âge sombre. Ce qui rendit ces solutions problématiques fut leur mode de transmission. Les agents de modification biologique de l'âge sombre n'étaient pas conçus pour rester localisés. Ils se propageaient, pas de manière virale. La transmission virale est destructive. Elle détruit les cellules hôtes en se reproduisant. Ces agents s'intégraient. Ils modifiaient les structures cellulaires des organismes qu'ils contactaient sans les détruire, sans déclencher de réponse immunitaire, sans laisser de signature détectable aux techniques d'analyse biologique standard de l'Imperium. Ils changèrent les organismes de l'intérieur, graduellement, de manière à ce que les changements semblent naturels. Une adaptation progressive plutôt qu'une modification externe imposée. La forêt du monde agri fut la première à être modifiée. Le sol sur lequel la forêt poussait fut le second. Les micro-organismes du sol transportèrent les agents jusqu'au réseau hydrique. Le réseau hydrique les distribua vers les zones agricoles. Les zones agricoles les transmirent aux cultures. Les cultures furent récoltées. Les cultures furent distribuées. Ce ne fut pas un événement catastrophique et visible. Ce fut une progression silencieuse et régulière que personne ne détecta pendant plusieurs décennies parce que rien de visible ne se passait. Ce qui finit par se passer fut visible. La population du monde agri commença à présenter des anomalies physiologiques, pas douloureuses, pas immédiatement incapacitantes, des mécanismes de réparation cellulaire améliorés, une résistance accrue aux pathogènes ordinaires, un vieillissement ralenti, des propriétés que les médecins locaux cataloguèrent d'abord avec perplexité, puis avec une satisfaction professionnelle mal placée. La population vivait plus longtemps, elle tombait moins malade. Ces données positives retardèrent l'alarme. Ce qui déclencha l'alarme fut une anomalie de reproduction. Les naissances sur le monde agri commencèrent à présenter des caractéristiques morphologiques légèrement différentes. Pas dramatiquement, assez légèrement pour que les premiers cas fussent attribués à des variations naturelles. Suffisamment systématiquement, sur une période de 2 générations, pour qu'un médecin particulièrement attentif compila les données et constata que les caractéristiques de la population divergeaient de la norme humaine standard de manière mesurable et en accélération. Les agents de modification ne se contentaient pas de rendre les organismes existants plus robustes. Ils modifiaient leurs instructions génétiques. Ils préparaient la génération suivante à être différente. Pas de manière qu'on pût appeler une dégradation. Les individus affectés étaient, selon tous les critères biologiques ordinaires, en meilleure santé que la moyenne humaine standard. Ils étaient simplement en train de devenir autre chose que la norme humaine standard. Le monde agri fut mis en quarantaine stricte. La population fut déclarée impure au sens de la pureté génétique impériale. Ce que les archives ne précisent pas clairement, c'est ce qui advint de cette population.
Les registres disponibles notent l'imposition de la quarantaine et s'arrêtent. Des rapports ultérieurs mentionnent le monde agri comme dépeuplé et en cours de décontamination. La décontamination dura 60 ans selon le dernier rapport disponible et fut déclarée incomplète à la fin de cette période. Les agents biologiques de l'âge sombre ne peuvent pas être détruits par les méthodes de décontamination standard. Ils s'adaptent, ils répondent aux traitements chimiques en développant des résistances. Ils répondent aux traitements thermiques en se concentrant dans des niches écologiques protégées. Ils répondent à la stérilisation complète des surfaces en dormant dans des structures géologiques profondes pendant des décennies et en réémergeant quand les conditions redeviennent favorables. Les agents biologiques de l'âge sombre survivent. C'est ce pourquoi ils furent conçus. Si les agents de modification biologique agissaient sur le long terme avec une patience qui rendait leur détection tardive presque inévitable, les systèmes de surveillance de l'âge sombre opérèrent selon une logique opposée, omniprésente, instantanée et radicalement différente de toute surveillance que l'Imperium peut concevoir. Le rapport nota d'abord l'absence d'ombre. Pas dans un sens métaphorique, une absence physique, mesurable. L'espace intérieur du complexe archéologique de Thermus Pontus ne projetait pas d'ombre selon les angles attendus par rapport aux sources lumineuses disponibles. La lumière se comportait différemment à l'intérieur du complexe. Elle éclairait des surfaces qu'elle n'aurait pas dû atteindre selon les lois optiques ordinaires. Elle évitait des surfaces qu'elle aurait dû éclairer. Ce phénomène fut noté dans le rapport préliminaire comme anomalie optique d'origine indéterminée et relégué en annexe derrière les découvertes considérées comme plus importantes. Ce fut une erreur de priorité. Les systèmes de surveillance de l'âge sombre constituent, parmi toutes les technologies de cette liste, celle dont l'Inquisition a le plus de raisons de craindre l'existence, et celle dont elle dispose de la documentation la plus fragmentaire. La fragmentation n'est pas accidentelle. Les archives sur ces systèmes présentent des lacunes qui correspondent précisément au moment où les recherches s'approchaient d'une compréhension fonctionnelle de leur mécanisme. Des lacunes créées, selon l'analyse interne de la Segmento Mordo, délibérément, par des agents qui travaillaient au sein des équipes de recherche, des agents dont l'identité et les affiliations n'ont jamais été établies. Ce qui est documenté sur les systèmes de surveillance de l'âge sombre vient de leurs effets, non de leur fonctionnement. Ces systèmes observaient pas seulement les espaces physiques, les mouvements, les présences, les absences dans des zones définies. Ils observaient ce que des caméras et des capteurs ordinaires ne peuvent pas enregistrer, l'état d'un individu, ses intentions, sa loyauté à des engagements non verbalisés, ses doutes privés. Les archives fragmentaires de l'âge sombre suggèrent que ces systèmes furent développés pour des environnements où la trahison interne représentait un risque opérationnel critique, des installations de recherche sur des technologies sensibles, des infrastructures dont le sabotage aurait eu des conséquences catastrophiques, des systèmes qui pouvaient identifier un saboteur avant qu'il passe à l'acte, avant qu'il prenne la décision définitive, avant, peut-être, qu'il soit conscient lui-même de la direction vers laquelle ses pensées dérivaient. L'absence d'ombre à Thermus Pontus fut finalement comprise, 3 semaines après l'arrivée de l'équipe, par un magos spécialisé dans les anomalies optiques qui avait demandé à examiner l'annexe négligée, comme la signature de surface d'un système de surveillance encore actif. La lumière dans le complexe n'obéissait pas aux lois optiques ordinaires parce qu'un réseau de capteurs photoniques intégré aux matériaux de construction même du complexe sur une profondeur de plusieurs centimètres manipulait son comportement en temps réel. Ce réseau enregistrait. Ce qu'il enregistrait ne fut pas établi. Aucun centre de traitement des données enregistrées ne fut identifié dans le complexe. Ce que les données captées devenaient était la partie de l'analyse que personne ne put compléter, car 3 membres de l'équipe furent retirés du site sur recommandation médicale avant la fin de l'investigation. Pas de maladie physique, des modifications comportementales. Ils avaient commencé à éviter certaines zones du complexe sans pouvoir expliquer pourquoi. Ils avaient commencé à baisser la voix dans certains couloirs, de manière réflexive, sans consigne de discrétion. Le magos qui analysa leur comportement nota que les zones qu'ils évitaient et les couloirs dans lesquels ils parlaient en plus bas correspondaient précisément aux zones présentant la concentration la plus élevée de capteurs photoniques. Ils ne savaient pas que ces capteurs existaient, ils les sentaient. La conscience que quelque chose les observait avait modifié leur comportement sans passer par leur conscience analytique.
Le système de surveillance de Thermus Pontus n'enregistrait pas seulement, il communiquait, pas de manière verbale, pas de manière lisible, d'une manière qui atteignait directement les couches les plus profondes du système nerveux de ces observateurs humains. Leur instinct lui répondait même quand leur raison ne l'identifiait pas. Ce que le système cherchait à surveiller ou à déclencher dans les membres de l'équipe d'Explorator, 4000 ans après la fin de l'âge sombre et l'extinction de la civilisation qu'il avait construit, reste sans réponse documentée. Le complexe fut fermé. Le Magos qui avait identifié le réseau de capteurs demanda, dans son rapport final, la destruction complète du site. Cette recommandation fut classée en attente d'autorisation supérieure. Elle l'est encore. Si les systèmes de surveillance de l'âge sombre ciblaient des individus avec une précision qui dépassait les capacités impériales actuelles, leur technologie de propagation à grande échelle transformait des planètes entières en vecteurs d'un autre type de contamination. L'équipe arriva sur un monde que les cartes stellaires désignaient comme inhabité. Les scans orbitaux avaient confirmé l'absence de structures artificielles actives, l'absence de signatures énergétiques anormales, l'absence de population biologique importante. Les scans orbitaux avaient raison sur tous ces points. Ce qu'ils n'avaient pas détecté, ce que les instruments de l'équipe à la surface ne détectèrent pas non plus pendant les premières 48 heures, était présent dans le sol. Pas dans les couches profondes géologiques. Dans les 15 premiers centimètres de la surface, sur une LR couvrant apparemment la totalité du continent principal, à une densité tellement uniforme qu'elle ressemblait à une caractéristique naturelle du sol. Ce n'était pas naturel, c'était distribué. Les technologies de nanofabrication de l'âge sombre représentent la catégorie la plus difficile à documenter de cette liste, parce qu'elles opèrent à une échelle que les instruments ordinaires de l'Imperium ne peuvent pas observer. Des systèmes de fabrication dont les unités individuelles étaient mesurées en microns, des machines trop petites pour être visibles, trop petites pour être détectables par les capteurs biologiques standards, trop petites pour qu'une unité isolée puisse accomplir quoi que ce soit de significatif. Leur puissance résidait dans leur nombre, des trillions d'unités coordonnées, capables d'accomplir collectivement ce qu'aucune d'elles ne pouvait faire individuellement. L'Adeptus Mechanicus connaît le principe de la nanofabrication. Des variantes très limitées, très contrôlées, très parcellaires de cette technologie sont utilisées dans certains processus de fabrication de haute précision sur des mondes forges de premier rang. Ce qui fut récupéré dans le sol du monde sans nom de l'exemple initial ne correspondait pas à ces variantes limitées. Ce qui fut récupéré dans ce sol était une infrastructure complète, un réseau de fabrication à l'échelle planétaire, dormant depuis des millénaires, attendant des instructions qui n'étaient jamais venues ou dont les émetteurs avaient disparu. Attendant, pas inerte. L'équipe qui analysa les échantillons de sol nota que les unités prélevées, une fois retirées du réseau planétaire, continuaient à fonctionner individuellement. Elles répondaient à leur environnement immédiat. Elles analysaient les matériaux qu'elles contactaient. Elles n'avaient pas de consignes actives, mais elles maintenaient leur protocole d'analyse en activité permanente, comme si elles cherchaient constamment des instructions dans leur environnement. Les implications de cette caractéristique furent comprises graduellement, sur une période de plusieurs jours d'analyse, par une équipe dont les membres commencèrent à ne pas se sentir bien de manière progressive et difficile à définir. Pas de symptômes spécifiques, une fatigue générale, une légère altération de la concentration, des sensations physiques sans origine identifiable. Ce ne fut que lors du bilan médical systématique de fin de mission que les instruments biologiques détectèrent, dans les tissus de plusieurs membres de l'équipe, la présence d'unités nanofabriques. Les unités avaient quitté le sol. Elles avaient contacté les membres de l'équipe. Elles avaient trouvé dans les matériaux biologiques humains quelque chose qui déclenchait leur protocole d'analyse. Elles analysaient. Elles n'avaient pas reçu d'instruction de modifier ce qu'elles analysaient. Elles n'avaient pas commencé à modifier. Mais leur protocole d'analyse était la première étape d'un processus dont les étapes suivantes étaient la modification et la reconstruction. L'équipe fut mise en quarantaine complète. Les unités présentes dans leur tissu ne purent pas être extraites par les moyens médicaux disponibles. Trop petites, trop dispersées, trop intégrées dans les structures cellulaires pour être retirées sans dommages tissulaires massifs. L'équipe survécut. Aucun symptôme de modification active ne se manifesta pendant la période de quarantaine de 18 mois.
Les unités semblaient inactives, présentes mais sans instruction active. Ce que personne ne put confirmer avec certitude, fût-ce inactif pour l'instant, signifiait inactif pour toujours. Le rapport médical final nota que les membres de l'équipe pouvaient reprendre une vie normale dans des conditions de surveillance médicale continue. Le rapport nota aussi, dans une annexe distribuée séparément, que les unités présentes dans leur tissu continuaient à émettre de faibles signatures électromagnétiques. Des signatures qui, si on les analysait sur la durée, présentaient des schémas. Des schémas qui ressemblaient à de la communication. Entre qui et quoi, personne ne sut le déterminer. Le monde fut marqué sur les cartes stellaires comme biohazard de catégorie absolutus, atterrissage prohibé. Les membres de l'équipe furent assignés à des postes qui permettèrent leur surveillance médicale continue sans restreindre leurs activités professionnelles. Ils n'eurent pas connaissance du contenu de l'annexe séparée. La liste des technologies de l'âge sombre est longue. Ce rapport ne la couvre pas dans son intégralité. Ce serait impossible, non pas pour des raisons de volume, mais parce que ce rapport ne connaît pas son intégralité. Ce que l'Imperium a découvert est une fraction de ce qui existe. Ce qui existe est une fraction de ce qui fut créé. Ce qui fut créé contient peut-être des catégories pour lesquelles ce rapport ne dispose pas encore de vocabulaire. Si les systèmes de nanofabrication représentent une technologie opérant à l'échelle de l'invisible, le dernier rapport connu sur l'ensemble de ces technologies parle d'une menace d'une toute autre ampleur. Le rapport fut découvert dans un coffre métallique hermétiquement scellé, enfoui à 21 mètres de profondeur, sous les fondations d'une structure dont les matériaux de construction ne correspondaient à aucun catalogue archéologique impérial. Le coffre ne portait pas de marque d'identification. Il ne portait pas de date. Il portait un seul symbole. Un symbole que le Magos Explorator qui ouvrit le coffre reconnut immédiatement comme appartenant à un système d'écriture antérieur à la mise en place du système d'écriture impérial standard. Un système dont il connaissait les bases, mais pas la maîtrise complète. Il passa 3 jours à déchiffrer les premières pages avant d'appeler un linguiste spécialisé. Le linguiste passa 2 semaines sur le document. À la fin de ces 2 semaines, il transmit une traduction et une note personnelle séparées à l'inquisiteur supervisant la mission. La traduction fut classifiée immédiatement. La note personnelle fut brûlée par l'inquisiteur sans en faire de copie, selon le témoignage d'un assistant qui fut lui-même placé en quarantaine informationnelle après avoir décrit ce geste dans un rapport d'observation routinier. Ce qui fut reconstruit du contenu du rapport, à partir de fragments traduits qui circulèrent entre un nombre limité d'archivistes et d'inquisiteurs pendant 2 siècles avant d'être définitivement consolidé dans les archives de grade Absolutus, était lui-même un rapport, rédigé à la fin de l'âge sombre de la technologie, par des ingénieurs qui savaient que l'âge sombre touchait à sa fin, par des ingénieurs qui comprenaient pourquoi. Le rapport n'était pas un lamento. Il n'était pas une confession ni une explication de ce qui s'était mal passé. C'était un inventaire, une liste méthodique et précise des technologies que ces auteurs avaient créées, de leurs capacités exactes, de leur localisation au moment de la rédaction, et de leurs recommandations sur ce que les civilisations futures qui les découvriraient devraient faire avec elles. Chaque recommandation, selon les fragments disponibles, était la même, formulée différemment selon le type de technologie, mais convergente vers une conclusion unique. Les auteurs du rapport recommandaient la destruction, pas la récupération, pas l'étude, pas la récupération précautionneuse ni l'utilisation encadrée, la destruction complète et sans exception. Les auteurs de ces technologies, les ingénieurs qui les avaient créées, qui en comprenaient le fonctionnement mieux que quiconque vivant après eux ne pourrait jamais l'espérer, recommandaient que ces technologies n'existent plus. Le rapport donnait des raisons. Les raisons furent les sections les plus intensément classifiées. Ce que des fragments permettent de reconstituer suggère que les raisons ne portaient pas sur le danger immédiat de ces technologies, leur létalité, leur imprédictibilité, leurs effets sur les populations exposées. Ces dangers étaient documentés mais présentés comme secondaires. La raison principale, répétée selon les fragments dans des formulations légèrement différentes tout au long du document, était liée à ce que les auteurs appelaient la charge cognitive de la proximité. Des technologies trop complexes pour être comprises sans modification des processus de pensée de ceux qui les étudient.
des technologies qui changent les questions que pose l'humanité. Des technologies qui rendent certaines réponses impossibles à ignorer. Des réponses que l'humanité n'est pas en état d'incorporer sans cesser d'être ce qu'elle est. Les auteurs du rapport avaient passé leur vie à construire ces choses. Ils savaient ce que les construire leur avait fait. Ils savaient que le résultat n'était pas une amélioration. Ce rapport fut écrit pour être trouvé. La profondeur de son enfouissement, les matériaux de son contenant, la méthode de conservation du document lui-même, tout indiquait une intention de survivre sur des millénaires. Ces auteurs savaient qu'ils ne pourraient pas détruire tout ce qu'ils avaient créé. Ils tentèrent d'informer ceux qui viendraient après eux. Ils tentèrent de les convaincre de faire ce qu'eux-mêmes n'avaient plus la force ou le temps de faire complètement. L'inquisiteur qui supervisa la découverte du coffre ne transmit pas le rapport vers une destruction exécutée. Il le transmit vers des archives de grade absolutus, vers un stockage classifié, vers exactement le type de conservation que les auteurs avaient explicitement demandé d'éviter. Pourquoi ? La réponse ne figure dans aucun document disponible. Peut-être que l'inquisiteur était convaincu que la connaissance valait davantage que la recommandation de ceux qui la possédaient. Peut-être qu'il était convaincu que certaines technologies pouvaient être contrôlées là où leur créateur avait échoué à les contrôler. Peut-être simplement, et c'est l'hypothèse la plus cohérente avec l'histoire documentée des institutions impériales, que l'idée de détruire quelque chose dont l'utilité potentielle n'avait pas encore été complètement exploitée était une idée que le cadre conceptuel impérial ne pouvait pas accepter. Le coffre et son contenu sont dans une installation de stockage impérial. Leur localisation exacte est connue de 7 personnes au maximum selon les protocoles de compartimentage en vigueur. Ces 7 personnes ne se connaissent probablement pas entre elles. Si ce rapport sur 10 technologies de l'âge sombre révèle en creux une vérité plus profonde sur ce que l'humanité était alors capable de construire, la classification finale de ce dossier établit une conclusion que les archives impériales ne formuleront jamais ouvertement. Ce document s'arrête ici. Pas parce que la liste est complète. Elle ne l'est pas. Pas parce que les technologies restantes sont moins importantes. Certaines dépassent en implication ce qui a été documenté dans les 14 parties précédentes. Ce document s'arrête ici parce que le scribe qui le rédige a reçu une instruction administrative indiquant que la poursuite de ce catalogage dépasse les autorisations attribuées à son grade actuel et que la suite doit être rédigée par un agent d'un rang supérieur. Cette instruction arriva 48 heures après la soumission de la partie précédente aux archives intermédiaires. Elle arriva par canal officiel, avec des codes d'authentification valides, depuis une adresse administrative reconnue. Elle était parfaitement légitime selon tous les protocoles de vérification disponibles. Le scribe ne sait pas qui l'a envoyé. Ce détail est consigné ici parce que ce document est, entre autres choses, un témoignage. Et les témoignages honnêtes incluent les anomalies qui résistent à l'explication. Dans un rapport sur des technologies qui modifient la perception, altèrent la mémoire, surveillent les intentions et anticipent les comportements. Une instruction administrative arrivant précisément au moment où le rapport s'approchait de certaines conclusions ne mérite pas d'être ignorée au nom de la rationalité administrative ordinaire. Les 10 technologies documentées dans ce rapport partagent d'une propriété que les parties précédentes n'ont pas explicitement formulée. Elles furent toutes créées par des êtres humains, des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens qui travaillaient selon des objectifs définis, avec des ressources considérables, dans un cadre institutionnel qui valorisait la résolution de problèmes pratiques. Aucune de ces technologies ne fut créée pour être monstrueuse. Aucune ne fut conçue comme arme de destruction massive dans son intention originale. Même les armes gravitationnelles à l'échelle stellaire répondaient à une logique militaire cohérente dans le contexte de leur époque. Toutes furent créées pour servir. Ce qu'elles servent dans le 41e millénaire est différent de l'intention de leur créateur. La question que ce rapport pose sans la formuler, parce que la formuler dépasse les autorisations de son auteur. Parce que la réponse dépasse les autorisations de presque tout le monde dans la structure de l'impérium de Mankind, est simple. Si l'humanité créa ces technologies une fois, dans des conditions de ressources et de compréhension qui dépassent ce que le 41e millénaire peut reproduire, rien ne garantit que ces conditions ne se reproduiront pas. Rien ne garantit que la prochaine période d'expansion technologique, si une telle période vient,
produira des résultats différents. Le rapport sur le dernier rapport connu de la partie précédente documentait des ingénieurs recommandant la destruction de leur propre création. Ces ingénieurs savaient quelque chose que ce document ne sait pas. Ce quelque chose fut enterré avec leurs recommandations dans les archives de Grade Absolutus. Ce quelque chose est connu de 7 personnes, peut-être moins. Ces personnes vieillissent. Quand elles mourront, ce qu'elles savent mourra avec elles si les protocoles de transmission ne fonctionnent pas parfaitement. Et les protocoles de transmission dans les institutions impériales ne fonctionnent jamais parfaitement. Il y a une autre dimension de ce rapport qui mérite d'être consignée, même si elle ne figure dans aucune archive officielle. Les personnes qui travaillèrent sur ce document, le scribe, les assistants de recherche, les magis consultés, les inquisiteurs qui supervisèrent certaines sections, présentèrent des modifications comportementales légères et cohérentes dans les semaines suivant leur engagement avec les données. Pas de modifications dramatiques, des habitudes de questionnement différentes, une tendance à regarder les objets ordinaires plus longuement qu'avant, une légère hésitation avant de répondre à des questions simples, comme si chaque question, même simple, méritait désormais d'être vérifiée contre quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Le protocole d'engagement intellectuel prolongé avec les archives de l'âge sombre de la technologie produit cet effet de manière documentée. Ce n'est pas une contamination au sens clinique, c'est une modification du cadre dans lequel les questions se forment. Les technologies de l'âge sombre ne modifient pas seulement les corps et les environnements de ceux qui les approchent. Elles modifient les esprits, pas de manière violente, de manière progressive. Elles élargissent la gamme des questions que leur contact rend impossible à ne pas poser. L'une de ces questions, la question qui revient dans chaque journal de terrain cité dans ce rapport, formulée différemment selon les individus mais structurellement identique, est celle-ci. Si ces technologies existent depuis des millénaires, dormantes ou actives, répandues sur des centaines de mondes classifiés, étudiées par des équipes dont les membres sont régulièrement retirés ou perdus, attendues et craintes par les institutions les plus puissantes de l'impérium. Si tout cela est vrai, et les archives attestent que c'est vrai, pourquoi l'impérium existe-t-il encore ? Pas rhétoriquement, pas comme critique de la gestion impériale. Comme question technologique concrète, si les systèmes psychorétentifs, les forges autonomes, les agents biologiques, les intelligences machines actives, les armes gravitationnelles et les technologies de nanofabrication sont présents dans la galaxie depuis des millénaires, quelle est la force qui maintient leur impact dans des limites qui permettent la survie d'une civilisation à l'échelle galactique ? Les archives n'ont pas de réponse à cette question. Ce rapport n'a pas de réponse. Le scribe qui le rédige n'a pas de réponse. Ce qui est possible, c'est que la question elle-même, posée de cette manière, avec ce cadre, soit incomplète. Que ce qui maintient les technologies de l'âge sombre dans des limites tolérables ne soit pas une force externe agissant contre elles, mais quelque chose d'interne à ces technologies elles-mêmes, un protocole. Une restriction codée par leurs créateurs, les mêmes créateurs qui recommandaient la destruction et qui savaient que leurs recommandations ne seraient pas suivies, et qui, peut-être conscients de cela, ajoutèrent autre chose, un garde-fou. Quelque chose qui attendait, quelque chose qui calculait, quelque chose qui décidait selon des critères que personne du 41e millénaire ne comprend. Du moment où les technologies de l'âge sombre pourraient être activées pleinement. Ce rapport s'arrête ici. Il s'arrête parce qu'une instruction administrative valide l'y oblige. Il s'arrête parce que ce qui vient ensuite dépasse les autorisations de son auteur. Il s'arrête parce que certaines questions, une fois posées correctement, n'appellent pas de réponse documentée. Elles appellent une décision.